Merci beaucoup, Paul Louve, Vincent. Merci de m'avoir invité à contribuer à ce livre. Merci de votre invitation ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis effectivement directeur de l'espace de réflexion éthique régionale de Martinique. Et je vous prie aussi de m'excuser de ces quelques petites minutes de retard. Malgré le long trajet qui m'amène à vous, j'ai échoué dans le plan qui m'a été adressé pour arriver jusqu'ici. Ce qui s'est passé en Martinique durant cette crise sanitaire qui s'est acutisée à la mi-novembre 2021 s'est traduit par un appel à la grève générale et à des débordements avec des attaques auprès de certains systèmes d'offres de soins comme des pharmacies, des cabinets de médecins et vraiment des agressions même sur les médecins et des insultes contre des médecins qui défendaient la vaccination. Alors, de nombreux observateurs qualifiaient ces événements de mi-novembre comme étant la convergence de la crise sanitaire, d'une crise économique et d'une crise sociale. Pour ma part, je pense que c'est un peu réducteur d'aborder les choses comme ça, et je crois qu'il faut peut-être convoquer Marcel Mauss pour dire que cette crise sanitaire, c'est un fait social, total, aux Antilles comme ailleurs. Un fait social qui s'attaque à l'infrastructure de la société, c'est-à-dire l'économie, à la structure sociale, c'est-à-dire l'organisation sociale, les rapports de pouvoir, le politique, et à la superstructure, c'est plutôt nos idées, nos idéaux, nos croyances, nos convictions, nos valeurs. Et d'aborder cette crise sanitaire de cette façon-là permet, me semble-t-il, de mieux comprendre les choses, en tout cas ce qui s'est passé, mon expérience aux Antilles et plus particulièrement en Martinique, et de comprendre la dynamique des choses, de comprendre la logique des choses, me semble-t-il, qui nous permet d'aboutir à la question de la représentation sociale en santé. C'est ce à quoi j'aimerais vous amener en vous résumant les choses assez grossièrement en 4 points. Le premier point, c'est la situation économique et sociale aux Antilles. C'est un point central où le niveau de vie médian est de 17% inférieur à celui de l'Hexagone, où il y a 30% de personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, 17% en métropole. Nous sommes à 30% en Martinique. Et ce profond malaise social et économique nous amène au deuxième point, qui est le ressentiment d'une partie de la population. Un ressentiment contre l'État, un ressentiment avec un positionnement victimaire, comme étant délaissé, laissé pour compte, et qui fait de ce positionnement victimaire, qui est alimenté aussi par un positionnement identitaire, qui fait de l'État son mauvais objet, pour reprendre l'expression de la philosophe Cynthia Fleury, qui parle, à partir de ces inégalités sociales et économiques, qui parle d'un sentiment ressentimiste, qui amène à un refoulement total vis-à-vis de l'État, une négation de valeur qui amène à la violence, qui amène à enlever un certain nombre de valeurs, qui amènent à rendre l'État responsable de sa situation. Ce troisième point est chez nous alimenté par cette revendication identitaire. Et ce qui nous amène à la politisation de l'affaire. C'est ce troisième point que j'aimerais vous emmener, avec un certain nombre de syndicats, y compris l'intersyndicale en santé, et des partis politiques qui ont repris donc
tout ce ressentiment social et qui nous ont fait un mélange des choses. Le scandale du chlordécone, qui est cette intoxication à ce pesticide qui est présent dans l'organisme de 97% des Antillais. Des revendications d'ordre social, l'inégalité des prestations sociales, par exemple, la question de la réparation de l'esclavage, la pollution aux algues sargasses, la vétusté des hôpitaux. Toutes ces revendications ont été le fondement de la politisation de la crise sanitaire et de la campagne vaccinale, puisque aussi se rajoutait à toutes ces revendications, à tort, à raison, un certain nombre de mesures qui ne tenaient pas compte des conditions sociales, un certain nombre de mesures de lutte contre la propagation du virus qui ne tenaient absolument pas compte des conditions sociales et qui étaient simplement un copier-coller des décisions qui étaient prises en métropole. Et cette politisation a entretenu ce ressentiment lié à la situation économique et sanitaire. Ce troisième point nous amène au quatrième et dernier point, qui est ce que le sociologue Hermann Brock décrit comme étant une folie de masse. C'est ce que je crois avoir vécu avec une partie de la population qui interprétait les choses, y compris les données scientifiques, à partir de leur ressenti, à partir de leurs valeurs dont ils étaient inappropriés dans une telle solution, où le nombre de décès qu'on entendait à ce que quelque chose de très classique aux Antilles, c'est le matin, des avis d'obsèques, qui habituellement duraient une dizaine de minutes, qui là dépassait la demi-heure tous les jours au quotidien. Et même la mort, même le décès des proches était parfois mal interprété comme une négligence de l'État, et non pas parce que la personne décédée n'était pas vaccinée. C'est ce à quoi nous en sommes rendus avec cette succession, me semble-t-il, de ces trois points qui nous amènent à cette folie de masse. Et donc, en conclusion, je vous dirais que ces trois points qui se suivent, mais qui surtout se potentialisent, me semble-t-il, nous amènent à la représentation sociale en santé, où le discours de l'État n'a pas été entendu, avait du mal à pénétrer dans les esprits du fait de ces quatre éléments que je vous ai décrits. Et donc une représentation sociale en santé qui, pour une bonne partie de cette population, puisque 60% aujourd'hui des personnes ne sont pas vaccinées, une interprétation sociale qui en fait de l'État comme étant le responsable de la situation, du fait de mauvaises décisions et du fait de mauvaises interprétations, et que la vaccination a été interprétée comme un autoritarisme d'État auquel il faut faire résistance. Voilà, le sentiment de résistance du nègre marron légendaire qui s'est rebellé contre le colon. On en était, je crois, arrivé là pour une bonne partie de la population. Voilà un résumé de ce que j'ai commis dans ce livre, mais qui est ce que je crois avoir vécu et l'explication que j'en donne. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez des questions, je tâcherai de vous répondre. Merci beaucoup, Rudy, et bravo pour ce résumé. Bonjour, merci. Je suis Alain Fischer. Merci de votre analyse. Pour nous qui avons essayé de travailler à ce que les gens se vaccinent au mieux, ça a été une vraie, entre guillemets, blessure de voir ce qui se passait aux Antilles, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter très longuement avec Christine Taubira, alors, c'est la Guyane, mais qui, à sa façon, décrivait ce que vous dites, et ne voulait pas prendre parti pour ne pas se retrouver en opposition avec la majorité de la population guyanaise. Donc on rejoint complètement votre analyse. Mais ma question est la suivante. Je sais qu'elle est extrêmement difficile, mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Une partie de la réponse, me semble-t-il, est la stratégie gouvernementale qui était up, bottom. Voilà.
les fameux corps intermédiaires qui ont été totalement négligés, je crois, dans la gestion de cette crise. L'absence de participation de la société civile, malgré les appels répétés des institutions en termes de démocratie en santé, les CRSA, le CNS, le CCNE, et y compris le comité scientifique, qui, dès le début, quand même le premier semestre 2020, appelait déjà au gouvernement à intégrer la société civile dans les décisions. Et je pense que ce défaut était encore plus marqué aux Antilles, du fait des spécificités. Et quand un préfet prend la décision de faire du copier-coller par rapport à la métropole et qu'il interdit l'accès aux plages en dehors des moments de couvre-feu, c'est interprété par la population comme étant une punition. C'est parce qu'on ne se vaccine pas qu'on nous interdit d'aller à la plage. Et là, on est dans un cercle vicieux et on ne s'en est pas sorti encore aujourd'hui. Il eût fallu convoquer les corps intermédiaires, il eût fallu convoquer les personnalités locales, les présidents d'associations, les porteurs d'opinion, me semble-t-il, pour pouvoir mener une campagne digne de ce nom dans des territoires aussi particuliers. Et quand on décide en juin 2021 de vacciner les enfants sans aucune explication aux Antilles, c'est pas connaître la société antillaise. Ne pas connaître l'importance des enfants là-bas, la mère antillaise, c'est ne pas connaître ça. Quand on dit, bon allez, il faut vacciner les enfants de plus de 12 ans en juin, si mes souvenirs sont exacts, sans explication, sans mise en contexte, ça ne peut pas marcher, me semble-t-il. Merci beaucoup, Rudy, pour la présentation. Est-ce que tu peux donner quelques éléments chiffrés sur ce qu'on estime être la surmortalité liée à la faible vaccination, à la fois directe et indirecte? C'est-à-dire, direct, c'est des personnes qui ont eu le Covid du fait de ne pas être vaccinées. Est-ce qu'on sait quel âge ils avaient, combien ils étaient, est-ce qu'ils avaient d'autres pathologies? Et éventuellement une surmortalité indirecte liée aux afflux des hôpitaux et l'incapacité de prendre en charge d'autres pathologies. Fabrice, comme vous le savez, le chiffre de surmortalité est difficile à interpréter, pour les raisons que vous l'avez dit. En 2021, alors nous, on a été principalement affectés par la 4e vague Covid, on était à 6 mois de vaccination. Et à ce moment-là, en juillet, quand commence cette 4e vague chez nous, on a un taux de vaccination qui est inférieur à 35% par rapport à celui de l'Hexagone. Et donc, la mortalité en 2021 s'est traduite par une surmortalité par rapport à 2019 de 35%. Voilà, donc c'est un chiffre global. Quelle est la mortalité directe Covid? Il va falloir un peu de temps pour pouvoir avoir ces chiffres-là. Bonjour Jean Roussel. Je me suis trouvé en Martinique en janvier 22, où je suis resté à peu près 3 semaines. J'ai connu un tas d'Antillais martiniquais, et alors je vais vous dire sur une trentaine, parce que j'ai fait mon sondage en 3 semaines par rapport à des gens XY, du tout venant, aucun n'était soignant. Et où en janvier 22, sur les 27-28, parce qu'il y en a certains qui ne voulaient plus répondre. Dans les 27-28 des 32, il y en avait que 4 qui étaient vaccinés. Mais alors, ce qui m'a frappé, venant de métropole, c'est que je n'ai jamais entendu des gens aussi avertis sur des effets secondaires qui peut-être étaient, mais qui étaient moindres que ce que, évidemment, ils disaient, voire même sur, entre guillemets, des effets secondaires qui n'existaient pas, et où je me pose la question, est-ce que j'essaie de savoir un petit peu comment ils avaient ces informations, moi, les ayant pas en métropole, du moins, restant quand même assez critique vis-à-vis de ce qu'on pouvait donner comme fake news, où j'étais frappé des fake news qu'ils avaient en permanence dans leur tête, et où ils s'en méfiaient. Alors c'est évidemment que il y a un terreau derrière, c'est que le chlordécone nous a menti longtemps, les autorités scientifiques, elles nous habillent, les médecins
on ne va pas préciser si c'était martiniquais ou blanc, métropolitain, ils sont tous pareils. Enfin, c'était des choses qui me frappaient, si vous voulez. Enfin, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que ça heurtait, si vous voulez, enfin, ils ne voulaient pas croire, de toute manière, les autorités de santé, plus l'État encore moins, et que en plus, ils avaient des informations où je demandais comment elles... Enfin, je n'ai pas écouté la télé, durant mes 3 semaines, mais comment elles pouvaient leur parvenir pour être aussi amplifiées. Effectivement, cette partie de la problématique, je ne l'ai pas abordée dans mon texte, mais effectivement, la désinformation, la mésinformation aux Antilles me semblait aussi majeure. Est-ce que la situation économique et sociale particulière aux Antilles explique cette pénétration, non pas du discours gouvernemental et le discours de santé publique, mais bien la pénétration effectivement de ces fake news? Est-ce que c'est lié à la situation économique et sociale? Est-ce que ça se voit dans d'autres pays avec une forte proportion de personnes défavorisées? Peut-être c'est lié, mais je n'ai pas cette information-là. Mais effectivement, la désinformation a été massive. En regard, j'en reviens quand même à la responsabilité des pouvoirs publics. C'est de lutter contre cette désinformation, de donner les moyens de le faire, de pouvoir convoquer les personnes locales, représentants d'associations, encore une fois, les politiques locaux. On parlait de Madame Taubira, qui ne nous a pas aidés. Non. Vraiment pas. Que les politiques locaux s'investissent, que les personnalités locales s'investissent et donnent soit le relais de la communication en faveur de la vaccination. Cette façon de faire n'a pas été acceptée. Je peux vous dire que je suis allé voir le directeur de l'ARS, essayer de le prévenir de la particularité un peu locale, parce qu'on en était à du 4x3 au bord des routes pendant 3 semaines. C'était avec exactement ce que vous avez vu au bord de l'autoroute qui ont été transportés aux Antilles. Ça ne peut pas marcher dans ces conditions-là. Bonjour, je m'appelle Muriel Mazard, je suis coprésidente de l'espace de réflexion de Poissy-Saint-Germain. Moi, j'aurais plusieurs questions. Tout à l'heure, vous avez dit que dans quelques temps, vous arriverez à dissocier les personnes mortes directes du Covid et indirectes. Donc, en tant que soignante, je me demande comment on peut y arriver quand les gens sont décédés. Ça, c'est déjà une question. Une deuxième, c'est que je crois qu'en Martinique, déjà, il y a une façon de ne pas se faire vacciner. Les gens, ils ont déjà peur de la vaccination. Je crois que c'est vrai. Donc, ils ne se font pas énormément vacciner. Puis, est-ce que vous avez aussi des croyances qui sont différentes des nôtres, des croyances, et peut-être que les fake news peuvent plus rentrer chez les gens parce que vous avez déjà des croyances que nous, on n'a pas. C'est des questions. Alors, le taux de vaccination hors Covid n'est pas si différent que la métropole. Ça, c'est le premier point. Et je pense que les croyances, elles sont construites. Elles sont construites en fonction du terreau, favorable ou pas, pour construire ces croyances. Elles ne sont pas, comment dire... Il n'y a pas de présupposés en matière de vaccination. Par contre, l'opposition au vaccin s'est construite. Elle s'est construite sur un terreau favorable, sur un terreau social, économique qui était favorable. Elle n'était pas préexistante à la crise. C'est la conjonction, je dirais, d'une situation économique et sociale, une insuffisance d'une campagne vaccinale, d'une promotion de la vaccination, et puis des scandales sanitaires. La chlordécone, c'est un scandale sanitaire. C'est effectivement un historique. C'est un non-lieu qui est survenu très récemment, il y a un peu moins d'1 an, là, sur la poursuite de cette catastrophe sanitaire. C'est un non-lieu. La réparation de l'esclavage, c'est quelque chose qui traîne depuis des lustres. C'est une question qui est lancinante. Et puis le contexte international, l'assassinat de George Floyd
voilà, nous étions, je crois, dans une situation, dans un contexte qui n'a fait que favoriser justement ces croyances que vous dénoncez. Et oui, je disais, l'autre question, c'était comment on va arriver à dissocier les personnes décédées directement du Covid et d'autres qui sont les indirects. Je sais pas, mais les gens sont décédés, donc... Je crois qu'il faudra attendre un peu de temps qu'on puisse, comment dire, à partir des certificats de décès. Ce sera, je crois, la seule façon d'essayer de distinguer ceux qui sont morts directement du Covid et ceux qui ne sont pas morts directement du Covid. Ça, c'est un élément qui sera important. Ensuite, ce sera simplement des évaluations sur le retard de prise en charge des patients non Covid, qui a été majeur chez nous, du fait de l'éloignement, la petitesse du territoire. Ce sont des éléments comme ça sur lesquels on va pouvoir faire des espèces de projections. Je ne vois pas comment vous répondre très précisément avec des chiffres très précis. Bon, merci beaucoup Rudy Valentino, merci infiniment pour cette présentation comme pour le chapitre qui est magnifique.